C'est l'heure du sonneur. La chronique police-justice. Alors, pour l'instant, nous n'avons que Régis de Castelnau à l'antenne. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, on va voir si Alexandre Langlois nous rejoint. En tout cas, pour l'instant, vous êtes tout seul. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui lui arrive à Alex? Eh ben, je Surtout sais que pas. c'est une demi-heure plus tard que d'habitude. Je suis quand même beaucoup plus sympa que Clémence. Moi, je vous levez plus tard. Et donc, effectivement, oui. peut-être qu'il a dû. Mais il nous a annoncé sur Twitter qu'il était là, donc il doit avoir peut-être un souci. On va essayer de l'appeler. En tout cas, Régis de Castelnau, donc, je le rappelle, avocat à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Ah, et il va arriver, je crois, Alexandre Langlois. On l'a dans la salle d'attente du Zoom. On va peut-être attendre 30 secondes qu'il arrive pour commencer l'émission. Mais donc, je voulais commencer ce matin avec Emmanuel Macron, puisque Emmanuel Macron... bonjour Alexandre, est-ce que vous nous entendez ? Bonjour, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Bonjour, Alex. Attendez, je vous fais lever une demi-heure plus tard et vous arrivez en retard, Alexandre, c'est quand même pas... Bravo. Hein. C'est pas sérieux, je suis bien d'accord. Je dirai rien à Clémence. Emmanuel Macron, donc, qui semble plus que jamais déterminé à soutenir l'effort de guerre ukrainien au moment où la paix n'a jamais été aussi proche. Alors que les Russes et les Américains ont renoué contact dans une rencontre historique à Riyad mardi, Emmanuel Macron a dénoncé la menace existentielle que faisait peser la Russie sur l'Europe et a décidé de réunir les groupes parlementaires et les partis politiques ce matin à 11h pour les tenir au courant de l'évolution de la situation, le tout après avoir organisé une réunion avec les principales puissances européennes et un représentant de l'OTAN à Paris lundi. Alors, 3 extraits avant de vous faire réagir tous les deux. D'abord, on a retrouvé, donc France 24 a retrouvé une archive de Emmanuel Macron qui parle au téléphone avec Vladimir Poutine en 2022, juste avant le début du conflit. Et voilà ce qu'il dit sur les accords de Minsk. Donc, je ne sais pas où ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами и поджогами, и с сжиганием людей живьем. Вот. Voilà, donc ça c'était Emmanuel Macron qui expliquait, qui parlait comme ça à Vladimir Poutine à travers la cellule diplomatique de l'Élysée. Et puis ensuite, nous avons un autre extrait, celui de Jean-Noël Barrot, qui expliquait son rapport avec Sergueï Lavrov, je crois que c'était en début de semaine. Et Lavrov, affaires étrangères russes. Vous, je crois que vous n'avez jamais parlé pour l'instant, monsieur Lavrov ? Non. Ouais. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous pouvez reprendre langue avec lui ? Je pourrais reprendre langue avec lui lorsque nous aurons surmonté la difficulté majeure qui est celle de l'Europe aujourd'hui, qui est la menace provoquée par la Russie de Vladimir Poutine sur notre sécurité. Une fois que nous aurons dépassé cette menace-là, nous avons vocation à échanger. Et je le redis, nous avons tenté la méthode de la conviction, de la persuasion. Si vous appelle, vous répondez. Si monsieur Lavrov souhaite un appel avec vous, vous répondez ? Aujourd'hui, non. Voilà, donc Jean-Noël Barrot qui affirme qu'il ne répondrait pas au téléphone au ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Et puis un dernier sonore, celui d'Olaf Scholz, qui lui, donc le chancelier allemand, toujours chancelier jusqu'aux élections de dimanche, qui a annoncé aussi, après la réunion de lundi, s'aligner sur la position de la France, à savoir ne plus respecter les limites budgétaires imposées par l'Union européenne, au prétexte qu'il faudrait financer l'effort de guerre ukrainien. On l'écoute. Et si les États européens dépensent davantage que 2% de leur PIB pour la défense, alors l'Allemagne est favorable à la ligne qui veut que ces dépenses ne soient pas prises en compte dans les calculs de déficit budgétaire européen. Voilà, donc, et puis je rappelle cet élément de langage d'Emmanuel Macron repris par la Macronie, que la Russie ferait peser une menace existentielle sur l'Europe. On commence par Régis de Castelnau. Mais c'est pas gentil ce que vous avez fait là. De bon matin. Cette séquence est horrible, humiliante pour la France. Enfin, c'est invraisemblable. La séquence. Enfin, écoutez, un président de la République française qui a son homologue russe dans une conversation diplomatique, il l'enregistre. Il met en scène les deux imbéciles de sa cellule de diplomatique. Quand je dis deux imbéciles, je reste extrêmement poli. Qui sont là, qui ricanent en faisant des pouces au moment où... parce que Macron dit, je sais pas où ton juriste a eu son diplôme. Il est docteur en droit.
Vladimir Poutine. Il est très juriste, justement, extrêmement. Ça se sent dans sa façon d'aborder les problèmes. Et c'est son professeur de droit qu'il a repéré lorsqu'il faisait ses études et qui lui a ensuite demandé d'intégrer, c'était le maire de Saint-Pétersbourg, d'intégrer son équipe pour ensuite aller au Kremlin. Et on publie ça ensuite, plusieurs mois plus tard, les discussions diplomatiques entre deux chefs d'État sont filmées, mises en scène, avec les ricanements des deux imbéciles. Je continue à rester poli les concernant et on le publie devant le monde entier. Mais ce type est déconsidéré dans le monde diplomatique de l'ensemble de la planète, définitivement. Ensuite, on a ce monsieur Barrot qui, si Sergueï Lavrov, qui est en train de discuter, de négocier avec son homologue américain à Riyad, qui est un des plus grands diplomates mondiaux, qui représente une des premières puissances du monde, s'il vous l'appelle, ah ben non, je ne le prends pas au téléphone. Non, il ne prend pas. Monsieur Barrot, qui représente un parti qui fait 4% des voix, puisqu'il est modem, 4% des voix aux élections, hein, il est ministre des Affaires étrangères, donc diplomate. Ça veut dire que la question des rapports, on se parle toujours entre diplomates. Ah non, lui, il est au-dessus de ça. Non, mais c'est épouvantable. C'est épouvantable, cette situation. Et parce que c'est, bon, excusez-moi, hein, j'exprime mon humeur. Allez-y. Mais surtout cette humiliation qu'on subit, le monde entier ricane de nous. Et donc, Scholz, après, qui a quitté la réunion, hein, il était furieux en grommelant, là, la réunion provoquée par Emmanuel Macron, mais qui met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que le monde est en train d'aller beaucoup trop vite pour eux, ils ne comprennent pas ce qui se passe, que la réunion de Riyad est une réunion qui traite d'autres problèmes que l'Ukraine. L'Ukraine, il y a 6 points, l'Ukraine n'est qu'un des points, et manifestement les Américains disent, ou vont mettre en œuvre cette stratégie, c'est désormais aux Européens qui ont suivi l'administration Biden, hein, et qui sont partis en guerre contre la Russie, ça va être aux Européens de se débrouiller, avec une possibilité de retrait des États-Unis de l'OTAN. C'est ce qu'on entend désormais, c'est-à-dire que effectivement, si on considère que la Russie est une menace existentielle pour l'Europe et que par conséquent il faut qu'on ait les moyens de se défendre, ça va nécessité de couper dans les programmes sociaux, de laisser les services publics s'effondrer pour le financer. Et comme on n'a plus rien, comme disait le PDG de Rheinmetall, qui est la plus grosse entreprise allemande de matériel militaire, on est à l'os, on n'a plus rien. On n'a plus rien dans les stocks. Donc, il va falloir qu'on dépense des milliards pour ça. Non, il y a un gros risque existentiel, effectivement, sur l'Europe. C'est que par sa bêtise, par la nullité de ses dirigeants, effectivement, on va vers des régimes change. Enfin, du moins, je le souhaite, des régimes change qui fait que ces équipes de nullité se fassent foutre dehors, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Excusez-moi, votre séquence a contribué à mon énervement. C'était un tout petit peu le but, je vous avoue. Je donne la parole à Alexandre Langlois. Alexandre Langlois, je rajoute aussi quand même que donc ça rappelle, les propos de Régis de Castelnau rappellent un petit peu ce que J.D. Vance disait à la conférence de Munich vendredi dernier, à savoir que finalement le principal souci pour l'Europe, c'est plutôt ces élites qui détruisent de l'intérieur que la Russie. Il y a plusieurs choses. On va rebondir sur donc déjà ce qui s'est dit à Munich. Il y en a plein qui ont dit c'est de l'ingérence étrangère. Non, c'est juste des gens qui disent nos cas de vérité et qu'on n'aime pas les entendre. Donc plutôt que de prendre le taureau à bras le corps et d'essayer de corriger ce qui ne va pas, la réaction immédiate des politiques européens, ça a été on censure, c'est un scandale, c'est de l'ingérence. Donc ne regardons pas ce qui ne va pas, n'assumons pas de critiquer. Ça, c'est le petit point 1. Point 2, sur la guerre. Je rappelle déjà aussi qu'en 2022, il y avait une autre séquence qui était amusante, c'était Emmanuel Macron qui avait dit qu'il faisait tout pour empêcher la paix. Avec Vladimir Poutine. Oui, pardon, il y a un article de Libération récent donc de cette semaine. Le titre de l'article, c'est « Macron organise un sommet pour résister à la menace de la paix en Ukraine ». Là, c'est quand même assez éloquent. Donc on est toujours sur la même philosophie en fait. Et ce que disait Freud, Macron en 2018 avait dit c'est un lapsus. Freud dit un lapsus, ça révèle ce que on ne veut pas admettre.
Voilà, donc bon, après, je ne suis pas psychanalyste, mais Freud l'était. Donc, résultat des courses, on a des gens qui font tout pour nous faire croire qu'ils veulent la paix, mais pour faire la paix, il faut qu'on fasse la guerre. Et comme on l'a vu avec notre ami Jean-Noël Barrot, il ne veut pas discuter. Donc, si on ne discute pas, impossible de faire la paix. Normalement, cette personne est payée pour discuter, justement, avec des gens qu'il n'apprécie pas forcément, pour faire de la diplomatie. Bon, bah, évidemment, Emmanuel Macron a explosé le corps diplomatique français pour mettre ses copains. Il l'a fait même jusqu'au ministère de l'Intérieur, et pas enfin, au ministère de l'Intérieur des Affaires étrangères, avec quelqu'un un peu médiocre, effectivement. Donc, en fait, dans une entreprise privée, quelqu'un qui ne fait pas son travail serait viré immédiatement. Là, il peut rester, faire le malin et engager plein de gens. Voilà. L'autre point encore derrière, Emmanuel Macron parle régulièrement de dire « je parle au nom des Français ». Non, il parle au nom de 20,07% des Français qui ont voté pour lui au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au nom de la démocratie, il est en train de dire « je me bats pour le monde libre ». Réfléchissons le mot démocratie. Par exemple, je prends un exemple, les deux sont assez marrants. Vladimir Poutine a été élu à plus de 80% des voix. A priori, avec quelques bulletins en plus dans l'urne. Mais il y a en tous une les cas, il y a une opposition qui n'est pas non plus totalement... une opposition qui n'est pas non plus, il ne faut pas idéaliser la Russie. Libre. Voilà. Voilà, mais il y a une culture du consensus en Russie qui fait que naturellement les Russes votent plutôt pour le président en place et il y a une adhésion large au projet de Vladimir Poutine. Bah, moi, ce que j'allais même pas les rentrer dans les détails, j'ai juste dire qu'ils sauvegardent au moins les apparences en disant on est élu par la majorité des gens. En France, on a un président qui a donné des leçons de démocratie à tout le monde, qui est élu par 20% des voix. C'est-à-dire qu'il y a 80% des gens qui ne veulent pas de lui. C'est-à-dire qu'en France, on s'assoit carrément sur la démocratie. On dit, nous, les apparences, on n'en veut même plus, on s'assoit dessus, et c'est une minorité qui va diriger le pays, qui va donner des leçons au monde entier. Bon, point d'après. On a l'impression qu'on est dans 1984 où il faut toujours un ennemi à battre, à attaquer, etc. Mais un ennemi qu'on va menacer, mais qu'on va jamais attaquer parce qu'on a besoin qu'il reste tout le temps. Mais pas on n'a pas envie non plus qu'on le titille trop fort parce que s'il arrive, on se prendrait une claque. Et on est un petit peu dans cet état d'esprit parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Emmanuel Macron, il sait il peut perdre le pouvoir, comme l'a rappelé Régis. Tous nos amis européens qui étaient alliés des démocrates et corrompus jusqu'à l'os ont peur de perdre le pouvoir. Donc, ils sont en train de trouver des stratégies pour le garder. Pour le garder, en France, ça peut être l'article 16 pour Emmanuel Macron prend les pleins pouvoirs parce qu'il y a une menace existentielle sur la France. Le choix des mots n'est pas anodin dans ce qu'il raconte. La deuxième chose aussi, c'est qu'ils ont voté une loi de programmation militaire qui permet également des réquisitions, d'envoyer les gens sur quelque chose qui n'est pas forcément une guerre, mais une menace sur les intérêts de la France. Donc, c'est-à-dire que là, encore une fois de plus, on peut détourner la loi en disant on est une menace existentielle, c'est la Russie. Donc, à partir de là, on peut justifier les réquisitions d'entreprises, de personnes, monter les budgets militaires. Sur les budgets militaires, autre chose, on avait un débat sur les retraites il y a un an. Est-ce qu'il n'y a plus de budget? Il manquait 13 milliards de mémoire, entre 13 et 20 milliards. Bon, aujourd'hui, on est content, on a 109 milliards pour l'intelligence artificielle et aujourd'hui, on a un budget illimité et argent magique pour les budgets militaires. C'est quand même incroyable, tout cet argent. C'est une sélection qui arrive au fur et à mesure et orientée sur des choses qui rapportent. Il y a beaucoup qui disent les accords de Munich, on est à la veille des accords de Munich, comme en 1939, avant la Seconde Guerre mondiale, où on a laissé faire l'invasion de la Tchécoslovaquie, après on a réagi qu'en Pologne. Non, en fait, si on analyse bien l'histoire, on est plutôt à la veille de 1914, où il y avait des industriels qui avaient intérêt à tout détruire pour relancer la machine économique au prix de millions de vies humaines. Et à cette époque-là, les pacifistes, fallait les assassiner, et ça a abouti à l'assassinat de Jaurès. Donc aujourd'hui, on est dans cette boucle, j'allais dire, où en fait les gens veulent la guerre, enfin une partie de la classe politique veut la guerre, et au mépris de la paix. Et tous ceux qui sont pour la paix, c'est-à-dire que il y a eu 1 million de morts en Ukraine déjà, plus 1 million au minimum, voire plus. La France avait deux options. Soit il y allait directement quand l'invasion russe a commencé pour mettre des soldats français sur le territoire ukrainien, en disant, bah voilà, si vous avancez, vous tirerez sur nos soldats. Ça n'a pas été fait. L'option a été faite de rester chez soi et de faire d'autres choses. Bon, bah maintenant, 2 ans après de retard, ça ne sert plus à rien d'y aller. L'option a été choisie de ne rien faire et d'accompagner un processus de paix. Et aujourd'hui, on est en train de discuter, enfin, nos amis européens discutent en disant, attention, vous avez vu, la frontière va changer, il y a ci, il y a ça. Une frontière, ce n'est pas des vies humaines. Une frontière, c'est un coup de crayon sur une carte et des croyances communes. La même chose sur les intérêts économiques. Donc aujourd'hui, c'est comment on sauve des vies humaines à la fois en Russie, en Ukraine et en Europe. Et ça, ce n'est pas la table des discussions. La table des discussions, c'est de nous faire tuer. Et notre ami Paul Valéry n'a jamais été autant d'actualité. La guerre, c'est des gens qui ne se connaissent pas, qui se massacrent au nom de gens qui se connaissent très bien. Oui, on est bien d'accord. Merci beaucoup Alexandre Langlois. On va venir ensuite sur cette loi de programmation militaire sur laquelle vous avez souhaité insister. Je rappelle qu'on a fait une émission spéciale dessus au début de cette loi avec Ariane Biran et Virginie Desarrojo-Requia il y a quelques mois. Mais Régis, je voudrais quand même vous relancer là-dessus. Cette déclaration, cette poussée belliciste de Macron, actuellement, elle tombe quand même très bien. Elle tombe au moment
où il vient de nommer à la tête de Conseil constitutionnel Richard Ferrand, qui s'est exprimé pour un 3e mandat. Au moment où l'état du budget est ruineux et comme par hasard, il explique qu'il ne faut plus respecter les règles budgétaires de l'Union européenne. Et au moment où il est en grande difficulté politique, et donc il a besoin de l'effet drapeau. Je trouve que ça fait quand même trois facteurs qui font, qui résonnent plus vraiment qu'un hasard. Je crois que il faut pas sous-estimer un facteur, c'est la sottise de ces dirigeants, y compris celle de Macron. Moi, j'ai toujours dit Macron n'est pas un bon politique. C'est pas vrai. Hein. Il a fait des études qui n'ont rien eu de brillant. Il a jamais réussi à avoir normal sup. Il a eu l'ENA par raccro et ensuite il en est sorti également par raccro, comme par hasard l'année où il n'y a pas eu de classement de sortie. Bon, enfin peu importe. Et puis on nous l'a propulsé là. Mais il n'est pas le seul. Les dirigeants européens ne comprennent pas ce qui se passe. Ce sont des valets sans maître. Ils ont été totalement serviles. Et à ce sujet, je rappelle quand même que Donald Trump, lui, semble bien savoir ce qu'il fait. Hein. Alors là, on dit, ah ben non, il est fou d'abord. Mais c'est fini. Maintenant, on dit, c'est un agent russe. Sur toutes les chaînes de télé françaises. Dans la presse, dans le Guardian, dans la presse britannique, on dit c'est un agent russe. C'est absolument inouï parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas cette marche du monde et je crois que Donald Trump l'a comprise. Mais le problème dans ce que vous dites, c'est même pas un effet d'aubaine. Il est même pas dans ce calcul, je crois pas. Je pense que oui, c'est commode. Hein. Ah, on est attaqué, on va faire ci, on va faire ça, on va essayer de se ressouder, on va jouer l'effet drapeau, oui, mais ça fonctionnera pas. D'abord, ça ne fonctionnera pas. Mais je crois que quand Poutine a dit de toute façon, vous inquiétez pas, ils retourneront au pied de leur maître en remuant la queue, je crois qu'il a raison. Alors peut-être pas cela, mais je pense que faut pas surestimer leur réaction aujourd'hui, la façon, les discours qu'ils tiennent. Madame Baerbock qui a dit on va donner, je pense qu'elle, c'est la plus bête, et elle est méchante en plus, mais elle a dit on va donner 700 milliards à l'Ukraine. Non mais tu vas les trouver où? Tu vas aller les chercher où? On est à l'os, et vous, autant que nous, et vous avez une économie, l'Allemagne, qui est en train de s'effondrer. Moi, j'ai vu les courbes de production industrielle, c'est dramatique. Les seuls qui s'en tirent, à peu près, mais je ne sais pas analyser bien les chiffres, ce sont les Espagnols. Mais tous les autres, Italie compris, continuent à se casser la figure. Donc, je pense que c'est véritablement... j'ai dit des valets sans maître, maintenant je vais leur retirer autre chose, des poulets sans tête, quoi. On s'agite à droite, on s'agite à gauche, et le monde se passe sans eux. Et je reviens une seconde à la négociation de Riyad. C'est pas par méchanceté que Donald Trump pourrait avoir quelques raisons, hein. Pendant 4 ans, on a soutenu bec et ongle le système Biden et le système démocrate. Pendant toute la campagne électorale, toute la presse française, à commencer par le service public, on crachait tous les jours sur Donald Trump en le traitant d'Hitler, parce qu'il prenait l'avion pour faire sa campagne, hein, comme Hitler. Enfin, des absurdités totales. Rappelez-vous, Monsieur Snegarov disant Kamala Harris est tellement merveilleuse, c'est elle qui va gagner, etc. Hein. Et donc, on s'étonne un peu qu'il manque un peu de respect pour nous. Mais le problème, si les Européens n'ont pas été associés à ce qui se passe à Riyad, c'est que ça ne concerne pas que l'Ukraine et qu'ils sont incapables de participer à cette grande négociation qui est en train de se passer, parce que Donald Trump a compris, lui, que le monde avait changé, la puissance de la Chine, le Sud global, les BRICS. Marco Rubio l'a dit, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, il a dit l'unipolarité, c'est terminé. Il faut la multipolarité, mais dans cette multipolarité, il faut qu'on soit les premiers, la plus grande puissance. Donc, ça va pas être simple tous les jours. Mais les Européens, si on ne les invite pas à la négociation de Riyad, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à y dire. Ils n'ont plus rien à y dire, c'est terminé. Ils sont passés, et moi j'ai beaucoup de contacts dans ce Sud global, ils sont passés par pertes et profits. Alors, ça peut être un marché, les Chinois, le commerce, il n'arrête jamais. Hein. Donc, mais non, je pense que je suis pas tellement Alexandre là-dessus concernant
vraiment l'importance de cette tentative d'effet drapeau jusqu'à la prochaine fois. Mais je pense pas que ça sauvera ces équipes qui sont... dès qu'il y a des élections, elles perdent. Hein. Oui. En tout cas, on va finir là-dessus parce que de toute façon, on va faire une grande émission à 9h avec Jacques Beau sur le sujet des négociations de paix, de ce bouleversement du monde qui est en train de s'opérer sans l'Europe. Mais Alexandre Langlois, vous souhaitiez quand même rappeler qu'il y a une loi de programmation militaire 2023-2030 dans laquelle il y a un volet qui n'est pas bizarrement pas passé dans les médias officiels, où je cite le loi: la réquisition de personnes physiques ou morales ainsi que de biens et services peut être décidée par décret en Conseil des ministres en cas de nécessité pour la défense de la République ou pour justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Donc là, on ne parle pas simplement de défendre un territoire français qui serait envahi. On parle de respect des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Donc ça peut rentrer dans ce cas ukrainien. Et autrement dit, sans vote du Parlement. Donc je vous laisse réagir là-dessus, Alexandre Langlois. C'était ça, c'est qu'ils ont passé quelque chose sans vote du Parlement, donc ils peuvent se réunir un matin et dire on y va, et qu'ils sont capables de pondre un peu tout et n'importe quoi en Conseil des ministres. Et l'autre chose, c'est le début de l'article précise en cas de menace actuelle ou prévisible sur une activité essentielle de la vie de la nation. Une menace prévisible, donc, ça veut tout et rien dire. Ça veut tout dire et rien dire. Certainement, une loi est faite pour être très précise. Ici, c'est la liberté d'interprétation totale. Et on en est là. Et en fait, on est en train de dire, peut-être il va y avoir une menace. Et là, donc c'est pour ça que les mots menace existentielle de la Russie sur l'Europe, sur la France, tous ces mots sont des références à ce petit texte de loi qui disent, attendez, nous, on en a parlé, on vous a prévenu, ça colle dans le truc, donc on va pouvoir réquisitionner tout le monde si ça nous fait bien plaisir. Et comme on est dirigé par des gens médiocres et un petit peu complètement fous qui sont prêts à tout, c'est assez intéressant de voir ces petits textes de loi où aujourd'hui, ils ont encore moins de la majorité au Parlement, mais c'est pas grave, ils n'ont plus besoin du Parlement s'ils le souhaitent. Donc cette petite escalade vers la guerre n'est pas anodine. Et même si on n'y va pas, comme c'est une menace juste prévisible, il n'y a même pas besoin d'avoir la guerre. Et je ne suis pas sûr qu'ils la veulent au final. Ils veulent juste avoir un moyen de contrôle sur le local. Et enfin, une dernière petite anecdote qui n'est pas sur ça, mais qui est sur les Américains qui n'invitent pas les Européens à Riyad. Je rappelle que les Américains, même sous le gouvernement démocrate, avaient une délégation diplomatique au niveau de l'UE qui l'ont retirée en disant l'UE, c'est juste un cirque et on l'enlève. Donc, ça date même pas d'aujourd'hui. Ça date déjà, ils ont dit, on va discuter avec chaque pays et l'UE, c'est juste un cirque. On y a cru au début, mais on enlève notre délégation. Voilà. Peut-être que quand on a décidé de la diplomatie européenne à Washington, c'était pas la peine d'envoyer des gens sur place là-bas. Voilà. On va le temps file, donc on a encore beaucoup de sujets à voir. On va passer à cette histoire de Robert Ménard et de son mariage. Mais juste avant, chers amis, on est extrêmement nombreux. On est 6200 en direct en à peine 20 minutes, mais on n'a pas assez de likes. On n'a que 2000 likes. Donc ça veut dire qu'il y a encore 4000 personnes qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas liké. C'est très important pour nous. On ne vous le dit pas parce que ça nous fait seulement plaisir. Simplement, ça nous permet, dans les algorithmes, d'être plus mis en valeur et aujourd'hui les algorithmes de YouTube nous aiment pas particulièrement, donc je vous demande vraiment de faire ça pour Toxin si vous voulez soutenir notre travail. On passe donc à Robert Ménard qui a été convoqué devant un procureur ce mardi pour avoir refusé de marier en juillet 2023 une femme de nationalité française à un Algérien sous le coup d'une OQTF depuis 2022. L'homme a été renvoyé en Algérie depuis. Robert Ménard a donc refusé de plaider coupable et sera renvoyé au tribunal correctionnel. On écoute Robert Ménard. Du bureau du procureur et j'ai refusé de plaider coupable. Et donc, il m'a annoncé que je me retrouverais devant le tribunal correctionnel. Il me semblait impossible, ubuesque, sans aucun sens, aujourd'hui de dire je suis coupable. Je ne suis coupable de rien. Je ne suis responsable de rien dans cette histoire-là. Rien. Ce n'est pas moi qui décide de mettre une OQTF sur ce garçon. Ce n'est pas moi qui suis responsable de son parcours, devant la justice, puisqu'il a même été condamné, ce que je ne savais pas, à 6 mois de prison avec sursis. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dehors et qui l'ai renvoyé en Algérie. Alors, sur ce sujet, je donne d'abord la parole à Alexandre Langlois. Il y a bien, c'est qu'en plus, Robert Ménard avoue lui-même qu'il inverse les choses. C'est-à-dire qu'il y avait 2 débats en l'un, et le débat important, pour moi, il l'a écarté. Il a dit, est-ce que sous OQTF, c'est une obligation à quitter le territoire, c'est un papier administratif. Si quelqu'un veut se marier avec un Français, il peut revenir, et s'il est marié, en général, il y a une facilité de régularisation, ou tous les cas de carte de séjour, pour rester sur le territoire.
Par contre, l'État doit lutter contre les mariages blancs. Il n'en a jamais parlé dans son sujet. En plus, il s'attribue un pouvoir qu'il n'a pas. C'est le préfet ou le procureur, je ne sais plus. Alors, Régis pourra nous donner les détails. Les mariages Il doit blancs, pour savoir- bien dire aux auditeurs, Pardon, ce sont... oui. Allez-y, je vous en prie. Non, pardon, le mariage blanc, c'est un mariage fictif pour justement régulariser une personne en disant on va se marier avec un échange d'argent ou alors la bêtise de certaines personnes ou des personnes sans papier se marient avec une personne française pour obtenir des papiers et après quitter cette personne. Donc ça s'appelle des mariages blancs et c'est parfaitement illégal. Il n'en parle absolument pas dans sa déclaration. C'est pour ça que je dis l'OQTF est juste une obligation de quitter le territoire. Ça peut des fois arriver à des personnes à qui la préfecture n'a pas rempli les documents pour rester sur le territoire. Je l'ai vu quand j'étais au RG, où des papiers, les gens étaient intégrés, avaient un travail, etc. Et la préfecture était juste débordée, a dit on a 2 mois, on ne peut pas, donc vous partez. Ce sera plus simple pour nous. Donc c'est ça de la réalité administrative qui est derrière. La deuxième point, et c'est là qu'est très intéressant dans le discours de Robert Ménard, il a dit je ne savais pas qu'il avait déjà été condamné pour des faits, des faits délictuels. Donc c'est normal qu'il ne soit pas au courant, mais c'est peut-être ça qu'il aurait dû demander au procureur, parce qu'effectivement, garder quelqu'un qui a commis des faits délictuels ou criminels sur le territoire est un danger. Mais il ne s'est pas renseigné sur ça. Il l'a dit lui-même, je l'ai appris après. Pourquoi il est sous OQTF, il ne s'est pas renseigné. Donc en fait, le débat, malheureusement, il a fait un truc de propagande pour moi. C'est-à-dire que les choses qui peuvent être intéressantes sur le débat public, mariage blanc, renvoyer chez eux les criminels et les délinquants, parce qu'ils sont sous OQTF, ça, il n'en parle pas. Il dit, je l'apprends après. Les choses qui semblent un peu plus raisonnables et qui combat aussi, du coup, dans le même panier, des gens peuvent être régularisés parce qu'ils se marient, parce que l'amour n'a pas de frontières. Ça, il n'en parle pas. Donc, en fait, c'est un idéologue plutôt que quelqu'un de pragmatique qui, aujourd'hui, vient se poser en victime alors qu'il n'a rien respecté et que les vrais sujets, il n'en a pas parlé. C'est très intéressant votre position parce qu'effectivement, voilà, ça peut donner lieu à un débat intéressant et la position de Robert Ménard, alors elle est un petit peu bizarre, un petit peu confuse parce que vous le dites, il dit que il n'était pas au courant de faits délictuels et en même temps, il s'est défendu dans le Figaro en disant je suis officier d'état civil donc je dois marier les gens. Et en même temps, je suis officier de police judiciaire, c'est la fonction de maire, donc je dois m'occuper de la sécurité de l'ordre public dans ma ville. Or, là, on me somme de marier quelqu'un qui a eu 2 OQTF et a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour vol avec violence. Donc, en fait, il dit qu'il était quand même un petit peu au courant. Enfin, donc c'est un petit peu ambigu. Régis de Castelnau là-dessus. C'est n'importe quoi. Il dit n'importe quoi, ce Ménard. Alors, il fait des opérations de com, là. Il veut se présenter en victime. Ben oui, il a peut-être intérêt à faire de la diversion, parce que il est comme. D'où est-ce qu'il sort? Un beau jour, on a appris qu'il était le patron de Reporters sans frontières. Et puis en ce moment, on est en train de gratter les dossiers du SED et de la CIA. Hein. Qui est-ce qui a créé Reporters sans frontières et qui est-ce qui l'a financé? C'est USAID. Hein. Donc c'est un agent américain depuis l'origine. Donc bon, il n'y est plus. Alors donc après il s'est rapproché du Rassemblement national, il s'est fait élire grâce au Rassemblement national. C'était une liste Rassemblement national. Lui il n'y était pas. Et après il les a trahis. Bon, c'est un personnage pour moi absolument pas recommandable. Mais là, il commet une illégalité grossière. Et évidemment, c'est une compétence exercée au nom de l'État. Et il mélange. Et il dit, je suis officier de police judiciaire. Oui, mais je veux dire, ce sont 2 fonctions différentes. Et puis, il y a une unicité de l'État. Hein, il n'a aucun pouvoir d'appréciation concernant le mariage. On publie les bans, si personne ne s'y oppose, il a compétence liée, il doit le prononcer. Alors non pas parce que monsieur Sopo, là, le patron de SOS Racisme, dit que c'est un droit fondamental ou je sais pas de se marier, on peut vivre ensemble aussi. Hein. Bon, donc on voit bien, le problème, c'est que si on veut donner un cadre juridique, il y a peut-être quelques raisons et anguilles sous roche. En aucun cas, on peut refuser de marier les gens sous prétexte, je dis bien sous prétexte, qu'il y a eu une condamnation, il y a un juge qui a décidé un certain nombre de choses, la peine a-t-elle été exécutée, il y a un casier judiciaire, je ne crois pas qu'on le demande, le casier judiciaire quand on veut se marier, des gens qui exécutent des peines criminelles en prison, dans des centrales, ont le droit de se marier. Hein. Bon, donc, non, tout ça, c'est de la mousse, c'est de la démagogie, au travers d'une question qui est effectivement une question extrêmement importante. La question des mariages blancs, ça c'est une... Parce que bon, il y a des militants qui organisent ce genre de choses, on sait que ça existe. Et deuxièmement, le fait que cette personne ne devait pas être sur le territoire français. Donc il faudrait que le législateur se préoccupe de clarifier cette chose, parce que le public ne comprend pas. Et elle a raison.
Elle a raison de dire, attendez, il y a une vraie et énorme contradiction. Mais cette façon de poser le problème, ça me rappelle Noël, ma mère, qui avait marié 2 homosexuels avant même que la loi soit discutée et adoptée. C'est du cirque. Ah mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, le débat public dans les médias s'est transformé en si on ne soutient pas Robert Ménard, on est pour le fait que des gens sous OQTF puissent se marier. En fait, c'est un faux problème. Là, vous résumez très bien la situation. Ce n'est pas ni la défense de Robert Ménard, ni le sujet, mais effectivement, c'est un peu intéressant de vous entendre là-dessus quand même. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a des personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et qui ont le droit de se marier en France, qui donne quand même le droit à des droits, enfin, qui ouvre des droits nationaux, Alexandre Langlois. Oui, on est d'accord, ça ouvre des droits nationaux. Donc, mais c'est pour ça qu'il y a différence entre des gens qui peuvent trouver l'amour et puis vouloir se ranger, etc. C'est pour ça qu'on a dit que les gens avaient le droit au papier, parce qu'on estime que pour l'intégration, c'est plus facile de s'intégrer avec une personne française que tout seul dans son coin. Donc ça, c'est la question 1. La question 2, c'est que l'OQTF, c'est ce que j'ai dit, ça peut être prononcé, c'est une procédure administrative. On peut être sous OQTF parce qu'on a commis des crimes et des délits et qu'on doit être retourné chez nous, mais on peut aussi être sous OQTF parce que la préfecture a juste pas fait son boulot, parce qu'elle n'a pas les moyens de le faire. Et ça, je l'ai vécu. Donc il y avait des gens qui avaient un travail, qui avaient plein de choses, on leur a dit vous partez parce qu'on est désolé, là on n'a pas le temps de traiter votre dossier, puis on peut pas dans les télés qu'on a nous-mêmes fixées, comme on peut pas le faire, vous redégagez. Donc en fait on est sur quelque chose d'ubuesque et en fait c'est pour ça que le débat n'est pas bien posé ici. C'est un débat sur est-ce que les immigrés peuvent, c'est les gens sous EQTF, et en fait c'est pour ça que Robert Ménard entretient le flou sur sa défense, et je trouve ça lamentable parce qu'il y avait un vrai sujet qui est esquivé, et en plus il change sa défense au fur et à mesure qu'il apprend des choses, ce qui veut dire qu'il ne s'est pas renseigné en amont. Il a dit là j'ai un doute, quand les bancs sont publiés, est-ce qu'il n'y a pas un anguille sous roche pour un mariage blanc? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Non, il apprend après les choses pour justifier en fait son idéologie. Donc c'est juste lamentable. Oui, c'est un petit peu tortueux. On enchaîne. Sachez, chers amis, qu'on a dépassé France 24. On est 7500 en direct. On est très nombreux. Alexandre Langlois, vous avez bien fait de venir dans cette émission. Et on n'a que 4100 likes. Alors on a encore 3000 personnes qui n'ont pas liké cette vidéo. On compte sur vous. C'est vraiment très important pour soutenir Toxin. Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, je voulais vous entendre sur une autre question, celle des téléphones portables en prison. Alors, on va passer sur la polémique de la Saint-Valentin des détenus, puisque apparemment c'était une exagération, en tout cas, donc de ces histoires de massage de détenus en prison. Mais toujours est-il que Gérald Darmanin avait annoncé fin décembre sa volonté de nettoyer les prisons des téléphones portables, en rappelant le cas de Mohamed Amra, cette personne qui avait tué des surveillants pénitentiaires et qui s'était évadée de prison, notamment grâce à son téléphone. Eh bien, hier, ce mercredi, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, qu'on paye visiblement avec nos impôts, on est content de l'apprendre, a estimé dans un avis au journal officiel qu'il était peu réaliste et assurément d'imaginer maintenir l'interdiction aux personnes détenues de l'usage devenu si banal du téléphone portable. Dans son avis, la CGLPL plaide également pour rapprocher le coût des appels téléphoniques et de la visiophonie du prix moyen du marché accessible à la population libre, ce qui veut dire en fait baisser le coût des appels visio en prison, en rappelant que le coût de la téléphonie et de la visiophonie en prison est prohibitif, les pauvres. Je rappelle qu'apparemment les téléphones portables sont interdits en prison, mais omniprésents, avec 40 000 saisies en 2024. Régis de Castelnau, pour commencer sur ce sujet. Alors écoutez, je vais être moins pertinent qu'Alexandre parce que je pense que du fait de son expérience professionnelle, et il connaît mieux que moi l'organisation de la prison. C'est une question vraiment très délicate. Comment la gérer, je sais pas très bien. J'ai une expérience personnelle, c'est que mon garagiste où je vais faire réviser ma voiture, il est prêt d'une maison d'arrêt, et donc j'étais étonné que mon téléphone fonctionne mal. J'avais pas beaucoup de réseau. Il m'a dit c'est parce qu'il y a les brouilleurs de la prison d'à côté. Il faut déjà la communication entre les personnes détenues et leurs avocats, elle doit être assurée. Or, elle se fait désormais par téléphone. Le travail à distance se fait. Donc, moi, je le vois bien. Il est possible de communiquer, c'est un peu encadré. Ça, c'est la première observation que je fais. Il faut qu'il puisse y avoir un contact avec l'extérieur. Ensuite, prétendre qu'on interdit les portables dans les prisons, c'est une plaisanterie.
c'est une plaisanterie. La façon dont le système carcéral est organisé ne donne pas aux gardiens de prison, à l'organisation de la prison, les moyens de l'empêcher. Il y a tout un tas de trafics qui se font. Il y a aussi, si vous voulez, les menaces qui pèsent, et on l'a bien vu avec cette évasion. Toutes les menaces qui pèsent sur les gardiens, quand on vient vous dire, bah écoutez, on sait où tu habites, on sait où habite ta famille, donc fous-moi la paix, etc. Ce sont des choses. Là, je parlais d'un dialogue entre un détenu et un gardien. C'est une question extrêmement difficile, extrêmement délicate, parce que effectivement, ce moyen de communication avec l'extérieur permet d'organiser tous les trafics, permet de poursuivre une activité délinquante. Je sais pas. Joker. Hein, je pose un peu le joker sur est-ce qu'on peut s'opposer comme ça à quelque chose qui est désormais fatal. Alors je sais pas du tout aussi ce qui se passe à l'étranger. Hein. J'imagine dans les pays scandinaves qui sont assez indulgents dans l'exécution des peines, il doit y avoir la possibilité des téléphones, mais dans les autres pays, alors aux États-Unis non plus. Je ne sais pas du tout comment ça s'organise. D'abord, ce serait variable selon les États. Alors, Alexandre Langlois, la carte Joker. La carte Joker, il y a plusieurs choses. C'est qu'une fois de plus, en France, on fait des déclarations tonitruantes par rapport à chaque fois qu'il y a un fait divers. Donc là, il y avait eu cette évasion qui s'était faite avec un téléphone portable, qu'on a dit plus de téléphone portable en prison. Bon, je rappelle la petite anecdote donc de l'évasion de Faïd Redouane, où Mme Belloubet, donc en 2018, avait dit il n'y a pas de téléphone portable dans sa cellule de prison, c'est bon, on est trop fort, on n'a rien loupé. Sauf l'hélicoptère dans la cour de prison. Voilà. Donc, moi, je vous propose qu'on interdise les hélicoptères en prison pour éviter les évasions. Ce serait un début. Ce serait un début. Mais voilà, donc en fait, c'est pour montrer le ridicule de la situation où on est en train de dire attention, on pense que c'est ça, mais en fait, quand il y a un hélicoptère, c'est pas l'hélicoptère le problème, c'est qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas de téléphone portable. La deuxième chose, c'est que les prisons sont suroccupées. En général, le taux d'occupation des prisons, c'est 140% de remplissage pour 80% d'effectifs. Donc, ce qui veut dire derrière, c'est qu'impossible déjà que le travail normal des gardiens de prison soit fait. En plus, comme ils ne sont pas bien payés, leur concours n'attire pas beaucoup de monde et on recrute à 2 de moyenne. Donc, c'est pas facile non plus de recruter les bonnes personnes. Donc, une fois qu'on a posé ce décor, avec une facilité de la corruption pour certains, parce qu'ils ne sont pas rentrés justement pour ça. On a pu le voir d'ailleurs. Les gangs maintenant ne s'embêtent plus à venir en prison en disant on va infiltrer des gens. Ils passent le concours. Et ils infiltrent les gens en passant le concours par la voie légale. Donc, à partir de là, tant qu'on n'a pas résorbé toutes ces failles d'entrée, je veux dire, lutter contre le téléphone portable ne sert à rien. Voilà, ne sert à rien parce que l'État permet aujourd'hui que des criminels et des délinquants ou les gens de leur réseau puissent devenir gardiens de prison. Bon, ensuite, la dernière chose, ça sert pas à rien, ça sert à ce que Gérald Darmanin puisse préparer, avoir un thème où il est mis en avant de manière populaire. Oui, un thème, enfin, il ne faut pas le creuser. Le problème de son thème, c'est que c'est un vernis. Mais malheureusement, le vernis est de plus en plus léger. Donc, il suffit de creuser un petit peu. Derrière, on voit toutes les saloperies qu'il y a et que c'est nul. Donc, en fait, Gérald Darmanin prend un risque. Donc, il tente sa communication, il tente les relais de propagande de l'État pour alimenter son image, etc. Derrière, si on creuse un petit peu comme on le fait sur Toxa, on voit bien que c'est zéro. C'est zéro parce que c'est quelqu'un qui joue les matamors et qui ne va rien faire. Je rappelle, pareil, il est en train de dire je vais mettre les gens qui font du narcotrafic dans une super prison d'élite. En fait, la seule chose qu'il fait, si on analyse derrière, il ne va pas arrêter des nouvelles personnes, il ne va rien faire pour lutter contre le trafic de stupes, il va juste déplacer des gens déjà arrêtés. Waouh! Je veux dire, c'est joueur de bonne taux. Ça ne sert à rien non plus. Et enfin, pour finir sur les téléphones portables, il y a 2 solutions qui pourraient, dans l'état actuel de la situation, être mises en place. Donc, il y en a une avec des brouilleurs, on est capable de brouiller. Avec la difficulté, c'est que ça empiète sur les zones autour et ça limite les libertés individuelles des personnes autour de la prison. Donc voilà, donc c'est soit on met une zone spéciale autour des prisons en disant on brouille toutes les communications, fin de l'histoire. Deuxième possibilité, en prison, les gens sont surveillés, sont détenus. Écoutez les conversations de tout le monde, avec une restriction, je rassure Régis, pour les avocats, parce que sinon ce serait trop facile, avec des lignes sécurisées pour les avocats, mais qui ne seraient pas les téléphones portables. Et c'est ce qui se passe, ce qui est normalement la procédure légale aujourd'hui. Donc il y a plusieurs choses qui pourraient être aménagées avec les moyens du bord. Mais au final, ça ne changerait pas le problème de fond qui est la perméabilité de la prison avec le monde extérieur. Donc, on n'a pas réguler le problème des gens qui peuvent passer le concours, des gens qui ne sont pas payés dans les prisons, les menaces qu'il peut y avoir sur ceux qui veulent être intègres. Donc, tout le reste, en fait. Donc, en fait, là, on est sur un épiphénomène pour cacher tout le reste de l'iceberg. Allez, le temps file et on a déjà Guylain Benessa qui est dans la salle d'attente prêt à intervenir. Mais je voulais quand même vous entendre sur un dernier mot, l'affaire Betaram, donc, qui a connu un tout petit rebondissement encore hier, puisqu'un nouvel article de Mediapart affaiblit encore la position de François Bayrou, révélant que dès 1980,
1993, un père de famille avait porté plainte contre un surveillant du collège-lycée Bétarame qui avait asséné une claque à son fils dont le tympan avait été perforé. À cette époque, alors que François Bayrou est ministre de l'Éducation nationale et président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, l'établissement avait été sommé de verser 10 000 francs au père de l'élève. Et vers qui l'établissement s'était tourné pour payer ces 10 000 francs? Eh bien, vers l'État, donc vers le préfet, alors que Bayrou, je le rappelle, était président du conseil départemental et que sa femme travaillait déjà à Bétarame. Donc, sa position s'affaiblit de plus en plus. Régis, en un mot, et ensuite Alexandre Langlois pour finir. Cette affaire Bétarame, le principal, il y a ce collège avec ses dérives, les violences et les violences sexuelles. Enfin, je veux dire, le prêtre qu'on avait exfiltré au Vatican et qui s'est ensuite suicidé. Tout ça est terrible. Et malheureusement, dans le passé, plus maintenant, dans le passé, bénéficiait d'une forme de loi du silence, de couverture, non pas parce que les gens qui faisaient ça, qui refusaient qu'on en parle, étaient favorables à la pédophilie, mais ça faisait partie du mode de traitement de ces phénomènes qui n'ont pas commencé avec Bétarame. Hein. Tout le monde sait ça. Mais l'affaire aujourd'hui, elle est celle d'un Premier ministre qui a été intronisé Premier ministre parce qu'il a fait un chantage au président de la République et qui est en difficulté dans une affaire qui est une affaire terrible parce que il y a des dizaines, voire centaines de victimes, il y a des affaires épouvantables, il y a des gens effectivement qui ont subi des traumatismes et des violences inacceptables et il ment, parce que la chose est peut-être formulée très simplement, je m'en tiendrai là. François Bayrou ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait dans tous les aspects, la violence et les agressions sexuelles. Il ne pouvait pas ne pas le savoir. Et venir dire, comme il l'a fait la première fois devant l'Assemblée nationale, les yeux dans les yeux, comme Cahuzac, je n'ai jamais rien su. Mais il se moque du monde. Il se moque du monde. Et ça, c'est insupportable. C'est cette dimension-là qui est tout à fait insupportable. Donc il s'accroche à son poste, il est faible, c'est un Premier ministre faible, dans une France en pleine crise politique, mais il n'a qu'une chose à faire, c'est donner sa démission. Il va traîner ce boulet parce que il ment, et à chaque fois il ment, il recule, mais en continuant à mentir. C'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Alexandre Langlois, pour finir. Il avait plus de classe quand il était garde des Sceaux. Il avait démissionné au bout de 15 jours parce qu'il était pris dans une affaire. L'autre chose, c'est la défense de la classe politique. Parce que derrière, il y a des gens qui ont dit « Ah, mais vous avez vu, c'est pas lui, c'est pas que Bayrou, c'est Mélenchon, c'est machin, c'est Ségolène Royal, je sais plus qui. » Il y a toute une liste de gens. Mais du coup, plutôt que de... En fait, la défense, c'est on fait une cabale contre M. Bayrou. Et donc, c'est un problème politique. Non, c'est un problème de pédocriminalité qui est sur des politiques. Mais le problème de fond, c'est pas une cabale contre M. Bayrou. C'est un problème sur la défense. On peut pas dire, ah ben, c'est parce qu'il est Premier ministre, on fait une cabale contre lui politique, ça sert des intérêts politiques, donc on ferme les yeux sur tous les réseaux pédocriminels. Donc là, on est sur une inversion des valeurs. Et ensuite, de dire, c'est pas moi, c'est lui. Bah, si c'est lui aussi, il est coupable, bah, plutôt que de dire c'est à la place d'eux, non, c'est pas à la place. Ça peut être un complice, ça peut être quelqu'un qui n'a pas fait son travail aussi. On peut élargir le cercle des gens à aller chercher. Et là, chacun veut focaliser, ah non, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à lui, en espérant limiter ses implications et sa responsabilité. Donc non, moi je suis pour qu'on aille chercher tous ceux qui sont cités et qu'on fasse la clairvoyance. Ségolène Royal qui était pas très qui discutait pas beaucoup, puis tout d'un coup elle est mise en cause par M. Bayrou, là tout d'un coup elle commence à rentrer dans l'art de tout le monde, alors qu'elle était très silencieuse avant. Donc en fait, tous nos politiques sont juste des gens qui confondent les sujets, c'est pas eux spécialement qu'on en veut, mais par contre un réseau pédocriminel touché à des enfants, et en plus dans le cas de M. Bayrou qui a scolarisé une partie de ses enfants là-bas, moi je pense que c'est des gens qui ne doivent pas être là. Donc mensonge, réseau pédocriminel, c'est pas des cabales politiques, je veux dire qu'on s'occupe de tout le monde et qu'on arrête de changer et faire diversion sur le sujet. Bien, alors, merci. J'ajoute Allez, une dernière, chose. Mais il y a Guilain Bénessa qui va vous faites attendre Guilain Bénessa. Une toute dernière. Alexandre, ça veut dire que tu ne crois pas Juliette Méadel. Juliette Méadel, qui est ministre de la Ville, ancienne porte-parole du Parti Socialiste, qui est venue dire sur une chaîne de télévision, c'est la campagne autour de cette affaire, c'est un complot russe pour affaiblir la France. Et qui profite à Donald Trump, on est d'accord. Je pensais à cette chère dame, voilà. Qui qu'on embrasse et qui regarde sans doute Toxin ce matin. Merci
Merci tous les deux, Régis de Castelnau, Alexandre Langlois, je rappelle. Alexandre Langlois, ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérives et dysfonctionnements de la police nationale aux éditions Talma et Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, également aux éditions Talma. Et puis Régis de Castelnau, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et du livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Chers amis, vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.